Ce 13 avril, vers 14h15 heure française, l'avant-dernier lanceur Ariane 5 s'arrachait du sol depuis Kourou en Guyane et lançait avec succès la mission européenne Jupiter Icy Moons Explorer qui s'en va maintenant étudier le système jovien et ses probablement nombreux océans souterrains. Mais justement, quels sont les objectifs de la mission, son déroulé, les mystères qu'elle va tenter de percer et en quoi est-elle une petite merveille de technologie? Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous juste après le générique pour voir ensemble les grandes lignes de la mission JUICE et tout l'essentiel à en retenir. Mais avant ça, je tenais à vous inviter à vous abonner ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Allez, à tout de suite pour une nouvelle dose d'espace. Comme je le disais en introduction, ce jeudi était le jour du décollage de JUICE vers Jupiter. Mais il est assez important, je trouve, de noter que la mission est attendue depuis longtemps maintenant, alors qu'elle a été sélectionnée en 2012 et vu son développement commencer l'année suivante. Et ce temps est totalement justifié. On en reparlera après, mais JUICE doit non seulement réaliser une grande première en se plaçant en orbite autour de Ganymède, mais aussi atteindre des niveaux de précision jamais atteints dans un environnement relativement hostile à l'électronique. Mais pourtant, le jeu en vaut la chandelle. Vous le savez peut-être déjà, mais 3 des 4 lunes galiléennes de Jupiter, à savoir Callisto, Ganymède et Europe, sont soupçonnées d'abriter dans leurs entrailles des océans ou, en fonction des lunes, à minima de grandes poches d'eau liquide. Et bien sûr, celle dont on parle le plus, c'est Europe. Avec sa croûte de glace si unique et sa surface assez active, en témoignant entre autres l'absence de cratères d'impact, il est quasiment certain qu'Europe abrite un océan profond de plusieurs dizaines de kilomètres, voire même quelques centaines, dans ses entrailles. Mais pour plus de détails, je vous renvoie à l'épisode dédié à Europe. Car 2 autres lunes, Callisto et Ganymède, sont elles aussi soupçonnées d'abriter de l'eau liquide sous leur surface. Si pour Callisto, dont la surface et la composition sont d'ailleurs probablement un bel échantillon du système jovien primitif, sa surface relativement riche en cratères laisse penser que cet ou ces océans sont plus modestes, la question reste encore entière pour Ganymède. Alors, il faut le dire, la nature précise de ces océans nous échappe. Si leur conductivité face au champ magnétique de Jupiter laisse peu de doute sur le fait qu'ils sont assez imposants, on peut aussi supposer que, malgré l'absence de lumière, l'eau pourrait être suffisamment chaude dans les entrailles des lunes pour représenter des conditions propices à la vie. Sauf que, en parallèle, la composition précise de ces lunes, la profondeur de ces océans, leur température, si les briques du vivant sont disponibles sur ces lunes, comment ils interagissent avec leur surface et encore bien d'autres, sont autant de questions qui restent sans réponse. Des missions comme la défunte Galileo ou Juno actuellement nous permettent d'en apprendre énormément, mais le besoin de se focaliser sur l'étude de ces lunes est net. De plus, pour en revenir encore une fois à Ganymède, cette dernière est aussi la seule lune connue à disposer d'un champ magnétique qui fut découvert en 1986 par Galileo. Enfin, la question de la quantité précise d'eau liquide disponible sera aussi au menu, même si ce dernier point est déjà bien estimé et représente, à chaque fois, plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. Bref, nous en apprendre plus sur ces points sera principalement le boulot de JUICE. Mais en parallèle de tout ça, JUICE va aussi étudier Jupiter, son atmosphère, sa météo, son champ magnétique et tant d'autres variables qui seront essentielles pour se faire une bonne vue d'ensemble du système jovien, passé comme présent. Si JUICE devrait être une source de données intarissable sur les lunes glacées de Jupiter, elle devrait aussi nous permettre d'en apprendre plus sur la lune volcanique Io, ainsi que les lunes mineures Métis, Adrastée, Amalthée et Thébé, qui se trouvent dans l'anneau de poussière de Jupiter. Et si vous pensez que cela ne fait pas encore assez de retombées scientifiques comme ça, sachez qu'elle pourrait aussi, au final, nous aider à mieux comprendre les exoplanètes similaires à Jupiter et les lunes qui tournent autour, ainsi que leur potentiel pour abriter la vie. Les géantes gazeuses comme Jupiter sont en effet particulièrement courantes parmi les exoplanètes.
Ainsi, mieux comprendre Jupiter, c'est un peu mieux toutes les comprendre. Dans ce contexte, JUICE devrait effectuer pas moins de 35 survols des 3 lunes glacées de Jupiter. Mais d'abord, parlons un peu de son voyage. Car une fois qu'il eut déployé quelques minutes après le lancement ces gigantesques panneaux solaires, qui lui firent atteindre une largeur de 27,1 mètres, et que les communications furent acquises quelques minutes plus tôt, c'est un voyage de près de 7 années et demie qui attend maintenant la sonde de plus de 6 tonnes, carburant inclus. Dans un premier temps, elle devrait effectuer une manœuvre d'assistance gravitationnelle en utilisant le système Terre-Lune en août 2024. Pour résumer rapidement, une manœuvre d'assistance gravitationnelle permet d'utiliser la force d'attraction d'un ou de plusieurs objets pour modifier la trajectoire d'une sonde sans consommer, ou très peu, de carburant en utilisant les planètes pour la catapulter. De telles manœuvres peuvent sembler inutiles, mais en sauvant plus de carburant, elles permettront à la sonde d'effectuer plus de manœuvres autour de Jupiter, et ainsi d'en étudier les lunes plus longtemps. D'ailleurs, la manœuvre qu'elle effectuera avec le couple Terre-Lune sera une première du genre, mais bref. Elle devrait ensuite survoler Vénus en août 2025, puis 2 fois la Terre en septembre 2026 et janvier 2029, avant de se placer en orbite autour de Jupiter en juillet 2031. D'ailleurs, si le survol est approuvé, elle devrait aussi survoler le 15 octobre 2029 l'astéroïde 223 Rosa, qu'elle pourrait approcher pour relativement peu de carburant. Mais ce survol n'est pas encore approuvé, donc bref. Comme je le disais il y a quelques minutes, elle devrait ensuite effectuer en tout 35 survols des lunes glacées, la majorité étant prévue pour Ganymède et Callisto. En effet, si Europe reste une cible particulièrement intéressante, c'est l'américaine Europa Clipper qui devrait se focaliser sur elle à partir de 2030, durant ses 4 ans de mission autour de Jupiter. D'ailleurs, son décollage devrait avoir lieu l'année prochaine depuis une Falcon Heavy, mais on en reparlera d'ici là, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Une fois arrivée autour de Jupiter en juillet 2031 et ses 35 survols de Lune effectués, elle deviendra en décembre 2034 le premier appareil à orbiter une autre Lune que la nôtre, à savoir Ganymède. Elle se placera en effet en orbite à 5000 km d'altitude avant de descendre à 500 puis 200. Et enfin, après environ 280 jours passés autour d'elle à l'étudier et son carburant presque épuisé, elle réalisera un dernier plongeon pour s'écraser sur la plus grande lune du système solaire. Bien sûr, tout ceci peut encore être amené à changer. Un bon lancement de la part d'Ariane 5 peut, par exemple, faire économiser du carburant en nécessitant une correction de trajectoire plus faible, comme ce fut le cas pour Webb, ce qui permet aussi d'augmenter sa durée de vie d'ailleurs, et comme des manœuvres d'assistance gravitationnelle bien réalisées peuvent le faire. Ainsi, en économisant du carburant, il est toujours possible de voir des extensions de mission, et c'est bien trop tôt pour graver ces dates dans le marbre. Enfin, durant ces plus de 3 ans et demi minimum de phase scientifique, JUICE devrait exploiter 11 instruments qui incluent des caméras, spectrographes en proche infrarouge, ultraviolet et submillimétrique, altimètre, radar, magnétomètre, instruments de mesure du plasma et d'ions, spectromètre de masse et encore quelques autres. Et pour faire fonctionner toute cette panoplie, JUICE embarque pas moins de 85 mètres carrés de panneaux solaires. Cela peut sembler énorme, mais c'est en fait assez modeste. Vous allez voir. On n'y pense pas toujours, mais Jupiter est à 778 millions de kilomètres du Soleil, alors que nous ne sommes qu'à 150 millions de notre étoile. Cela peut sembler peu, mais à de telles distances, et assez contre-intuitivement, le Soleil n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est en effet 97% moins lumineux que sur Terre, et, dès lors, concevoir des panneaux solaires capables de fournir suffisamment de puissance aux instruments et à la communication fut un véritable défi. Le retour d'expérience de la mission Rosetta, qui visita la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, et même si elle fut en phase de sommeil lorsqu'elle était au plus loin de la Terre, fut d'ailleurs une aide assez intéressante pour leur développement. Mais bref. C'est en effet la compagnie allemande Azure Space qui fut chargée de la fabrication de ces panneaux solaires, qui utilise d'ailleurs un design nouveau en utilisant notamment de l'arsénure de gallium comme semi-conducteur au lieu du silicone, mais bref. Alors qu'à une distance comparable à Jupiter, les panneaux de Rosetta atteignaient 20% d'efficacité,
c'en sont près de 30 que l'on peut espérer pour Juice. D'ailleurs, chaque petite cellule qui compose les panneaux de Juice fut testée pour en écarter celles souffrant du moindre petit défaut, à savoir 25% d'entre elles, dans le but de perdre le moins de courant possible. Enfin, ils doivent aussi opérer dans des conditions de température assez extrêmes, allant de plus 110 à moins 230 degrés Celsius, mais ça, même si ce fut un point sensible qui empêcha d'utiliser des cellules plus efficaces, ce ne fut pas un frein majeur. D'ailleurs, cette technologie va aussi profiter à l'américaine Europa Clipper, qui bénéficie du développement des panneaux solaires dédiés à la mission européenne. Et dans tout ça, Juice doit encore aussi survivre dans l'environnement électromagnétique de Jupiter, qui est assez hostile à l'électronique, ce qui, là aussi, demande une conception solide. L'électronique devant ainsi être protégée des interférences, et chaque détail devant être pensé avec ça en tête. Et c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.